Donc Wilfried Paris en direct de la cour d'appel de Versailles. Nous sommes le lundi 20 juillet 2020, ça fait beaucoup de vin, mais nous n'avons pas bu et nous ne sommes pas sous, nous sommes tout à fait sains de corps et d'esprit. Alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Eh bien, d'abord, je vais me présenter parce que certains d'entre vous ne me connaissent pas. Je ne suis pas quelqu'un d'important et je n'ai pas envie de devenir quelqu'un d'important. Malheureusement, ce qui se passe en France et ce qui m'est arrivé m'oblige à être là aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui en qualité d'avocat dissident. Voilà, donc je vais vous montrer cette carte. Voilà. Est-ce que vous la voyez bien? Donc, il semblerait que je sois possesseur soit d'une fausse carte d'avocat, soit que à un moment donné dans ma vie, j'ai bien été avocat. Premier sujet, donc je vais vous expliquer le parcours qui m'a mis dans la position où je me retrouve. Le premier sujet. Deuxième sujet, je vous expliquerai quelle est la démarche que nous lançons aujourd'hui à travers ce que Stéphane et moi avons nommé le Tour de France des cours d'appel. Et puis le troisième sujet, eh bien, ça sera l'affaire plus précisément qui met en cause monsieur Jean-François Bonner, excellent magistrat qui a été nommé par monsieur notre président de la République adoré Emmanuel Macron à la tête de la formidable institution du parquet national financier qui a fait l'enquête sur Fillon et qui l'a empêché d'être président au moment où il aurait dû l'être. Alors à la base, je suis fils d'ajusteur-outilleur chez Renault et d'institutrice, donc j'ai pas à me plaindre. J'ai eu une enfance relativement enviable, hein, avec toutes les épreuves qu'il peut y avoir pour un enfant et pour des parents qui m'ont eu jeune. Mes parents ont tout fait pour que je devienne avocat. Je suis devenu avocat, vous avez vu ma carte, mais apparemment mon profil ne leur a pas plu parce qu'il semblerait qu'à l'école, en 2004, il y ait eu des pressions d'une avocate qui avait peur que je lui pique sa clientèle. Et oui, il faut savoir que je suis à la fois intellectuel et manuel. Autrement dit, j'ai un CAP de maçon sans mauvais jeu de mots, hein, c'est-à-dire que je sais travailler de mes mains. Je suis un peu artiste comme vous le voyez parce que je sais dessiner, je sais peindre. Bon, je suis pas là pour me vanter, mais toujours est-il que effectivement, par rapport à une avocate de Rouen qui commençait dans le domaine du droit de la construction, eh bien, j'ai maintenant un témoignage capital de son ancienne secrétaire hein, qui témoigne. Effectivement, cette avocate avait peur que je lui pique sa clientèle. J'ai commencé chez elle, donc tout le problème part de là. Je ne suis pas paranoïaque, mais il y a eu du mobbing, c'est-à-dire du harcèlement discriminatoire au départ quand je devais rentrer dans la profession d'avocat, parce que je faisais peur à une avocate influente du barreau de Rouen qui voyait en moi quelqu'un de redoutable en droit de la construction parce qu'il y a des expertises et évidemment un homme qui connaît bien le domaine technique risque effectivement dans le petit précaré du droit de la construction de faire un carnage. Je l'ignorais tout ça, mais je l'ai découvert. Donc ça c'est très important, c'est le début de l'histoire. À partir de là, comme par hasard, je suis un des seuls à qui on ne donne pas son diplôme à la fin de l'année. Et sur les procès-verbaux d'examen, on vous dit ben, il a un discours ennuyeux, monocorde, il manque d'assurance, enfin bref, c'était un odieux mensonge, évidemment ça ne correspondait pas. Donc je me suis battu, j'ai fait un procès à l'école des avocats, et là j'ai découvert le niveau de corruption dès le départ qui pouvait régner dans cette corpo-mafia. Parce que j'appelle ça une corpo-mafia, étant donné que c'est une corporation dont des membres importants commettent des infractions et dont le reste de la population, hein, c'est-à-dire les avocats moins importants, se taisent. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le journal Le Monde, premier quotidien de France, dans un article du 2 mai 2018, qui nous dit « La loi du silence règne ». On ne vous parle pas de la mafia sicilienne, on vous parle de la profession d'avocat. Donc la loi du silence règne, ça veut tout dire. Si vous faites l'expérience et que vous mettez la loi du silence règne sans mettre avocat, vous verrez qu'on va vous parler de mafia. Donc moi, je constate que le journal Le Monde dit la loi du silence règne, eh bien j'en tire les conséquences et je qualifie les choses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire une corpo-mafia. Voilà, donc ces gens-là, corpo-mafieux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont vu que je leur faisais un procès pourquoi? Un procès parce qu'ils avaient laissé utiliser des codes interdits aux examens. Eh bien quand ils ont vu cela, ils ont essayé de me mettre en difficulté. J'ai des enregistrements qui prouvent qu'à l'époque, ils ont dit à mes camarades, vous ne lui faites pas d'attestation. C'est-à-dire, là on avait une subornation de témoins en bande organisée, circonstances aggravantes contre une personne vulnérable, puisque j'étais privé socialement de mon diplôme et de ma possibilité de travailler, on m'avait volé mon diplôme, et en plus, encore une circonstance aggravante, c'était en bande organisée, puisque c'était
un groupe de la profession et les plus puissants qui voulaient me priver de témoignages. C'est pas grave, ça ne m'a pas empêché de gagner. Et là, c'est ma marque de fabrique, c'est-à-dire que seul contre tous, vous imaginez, hein, faire un procès au barreau, au départ, personne n'a parié sur moi. Bah oui, mais j'ai gagné. J'ai atomisé les diplômes. Donc vous avez une centaine d'avocats qui se sont retrouvés sans diplôme. Et le problème reste posé aujourd'hui. Donc du coup, étant donné qu'ils n'ont jamais fait repasser les examens correctement à ces gens-là, ben, leurs diplômes sont fragiles. Et là, eh bien, vous imaginez la haine qui a été nourrie contre moi dans la profession d'avocat. Mais en plus, vous avez un autre problème, c'est que normalement, dans la profession d'avocat, vous avez le parquet général, c'est-à-dire le magistrat du parquet au niveau de la cour d'appel, dans chaque ressort de cour d'appel, qui doit contrôler la régularité de l'exercice professionnel dans la profession d'avocat et dans les professions réglementées comme huissier, notaire, etc. Bon. À partir du moment où le parquet général a été destinataire d'éléments qui prouvaient qu'il y avait eu des infractions pénales à mon préjudice pour m'empêcher d'avoir des témoignages et pour m'empêcher de prouver les faits, le parquet général aurait dû se saisir contre la profession d'avocat. Ils ne l'ont pas fait. Et depuis, eh bien, le parquet général n'a jamais réclamé à ce que les gens qui avaient triché soient virés de la profession et à ce que les gens qui n'avaient pas triché mais qui avaient participé à ces examens irréguliers qui ont été annulés repassent les examens correctement. Donc là, vous avez maintenant le parquet général qui en veut à Maître Paris parce qu'ils sont dans une situation pas possible. La barque est déjà chargée. On est en 2007. Après, étant donné que la barque est chargée, quand je vais débuter dans la profession d'avocat, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher une collaboration. Mais je ne vais pas la chercher à Rouen, étant donné que j'ai fait un procès contre les avocats de Rouen. Donc je vais chercher sur Paris. Et là, pas de chance, je tombe sur Karim Achoui. C'est le début. Il y avait déjà des gros soucis, mais alors là, ça en remet une couche. J'ai découvert la part d'ombre très noire de Karim Achoui. Et à partir de là, ce monsieur m'a fait des menaces pour ne pas me payer. On est sur une situation de violence morale et de menaces pour m'empêcher de réclamer mes droits. C'est une forme d'extorsion de fonds. Hein. Alors évidemment, on pourrait me dire que c'est prescrit, mais ça ne l'est pas du tout, étant donné que les menaces étaient très convaincantes et que tant que je n'avais pas les réseaux sociaux et les gilets jaunes pour m'exprimer, je ne pouvais pas m'exprimer. Donc il n'y a pas eu de prescription, j'invite le parquet à mettre ce monsieur en détention provisoire parce que j'estime que Karim Achoui aujourd'hui est susceptible de me mettre en grand danger. Donc voilà, je le dis en direct, j'estime que ce monsieur m'a fait des menaces et qu'il est dangereux pour moi et pour ma famille. J'ai déjà demandé des protections mais ça n'a pas été fait. On a l'excellent livre Sophie Coignard, Benalla, la véritable histoire, la vraie histoire. On a ce torchon, n'est-ce pas, qui a servi à caler la statue là. Mais enfin, qui permet quand même de voir à quel point ce monsieur se fout du monde. Bon, et on a l'affaire Tariq Ramadan qui est très intéressant parce que vous verrez que Karim Achoui, mine de rien, est présent dans cette affaire par rapport à ce qu'il a essayé de faire contre moi avec une bonne femme. Je vais vous raconter tout ça. Est-ce que je raconte n'importe quoi quand je vous dis qu'on relie Karim Achoui à monsieur Alexandre Benalla? Alors vous allez à la page 150. 150 du livre de Sophie Coignard, Benalla, la vraie histoire. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, écoutez bien, hein, c'est du direct, je ne fais pas de diffamation, je cite Sophie Coignard, qui est une excellente journaliste d'investigation. Les archives du ministère de l'Intérieur, hein, donc elle a été voir les archives apparemment, les archives du ministère de l'Intérieur conservent en revanche la trace d'une démarche datant de novembre 2013. Point. Alexandre Benalla, c'est bien lui, hein, Alexandre Benalla sollicite un port d'armes au pluriel, armes au pluriel, en qualité accompagnateur de Karim Achoui. Oh, ça alors, président de la Ligue de défense judiciaire des musulmans. Point. Donc là, vous voyez, banco, Karim Achoui, Benalla, c'est l'axe. Entre parenthèses, Dupond-Moretti est avocat de Karim Achoui et de son cousin Farouk Achoui. Hein. Donc ça fait de Dupond-Moretti un ministre de la Justice qui est en conflit d'intérêts avec moi. Vous voyez, il faut bien écouter tout ce que je dis parce que là aujourd'hui c'est du lourd, c'est du très très lourd et ça ne fait que commencer. On continue. Donc le port d'armes, eh bien qu'est-ce que nous dit Sophie Coignard? Je la cite, encore refusé, encore, ça veut dire qu'il y en avait eu un avant. Encore refusé, ouvrez les guillemets, compte tenu du passé judiciaire de la personnalité. Point. C'est-à-dire compte tenu du passé judiciaire de Karim Achoui.
Karim Achoui, défenseur de plusieurs figures du grand banditisme, surnommé l'avocat des voyous, c'est pas moi qui le dis, a été radié du barreau de Paris pour manquement déontologique. Au pluriel, très bien. Donc ce type qui m'a fait des menaces pour me dissuader de faire une action en justice pour obtenir le paiement des honoraires qu'il me devait pour avoir travaillé chez lui en 2007-2008. Ce type qui m'a fait des menaces gravite indirectement autour d'Emmanuel Macron avec M. Alexandre Benalla. Que fait la DGSI dans ce pays, hein? Que fait la sécurité intérieure? Je voudrais le savoir. Parce que quand vous avez la préfecture de police qui refuse un port d'armes à un mec comme Alexandre Benalla et qu'on laisse Alexandre Benalla devenir intime de M. Emmanuel Macron, excusez-moi, mais ça pose quand même un problème de cohérence dans la police, là. Hein? Si M. Alexandre Benalla a la confiance de l'État profond, eh ben, on lui donne un port d'armes. Si on lui refuse un port d'armes en 2013, ben, c'est qu'il ne faut pas le laisser aller dans l'intimité du président. Et on a vu ce que ça a donné. On a vu à quel point M. Benalla avait pu pénétrer l'intimité du président et provoquer un grand malaise. Un grand malaise. Alors on se demande quelle image pouvait avoir Alexandre Benalla dans l'esprit du président. Quelle image de sa fonction et quelle image de Monsieur le Président. Parce que je trouve que là, il y a quand même un manque de respect. Quand on se sait un petit peu compromis et un petit peu bancal avec Karim Achoui, on ne va pas dans les jupes du président de la République. Bon, enfin bref, vous avez vu ce que ça a donné. Pas grand-chose de bon. Donc vous avez compris, j'ai de solides ennemis et je ne suis pas paranoïaque, puisque dans certaines affaires qui ont été complètement inventées contre moi fin 2015, eh bien, il a été prétendu que je serais parano. Mais qui a prétendu ça? Une femme dont j'ai la preuve que la justice française considère qu'elle serait en relation de très grande proximité, voire en relation amoureuse selon des témoins, avec encore Karim Achoui. Et cette femme-là, comme par hasard, sachant que je préparais une plainte pénale fin 2015 contre Karim Achoui, est venue m'espionner en faisant croire qu'elle était victime de Karim Achoui. Elle voulait que je fasse une plainte contre Karim Achoui. Donc voilà. Cette femme-là a inventé, après m'avoir espionné, après m'avoir demandé si j'avais de quoi me défendre contre M. Karim Achoui et sa bande, hein, évidemment, je lui ai répondu. Je lui ai dit, effectivement, je suis pas tout nu. Bon, donc, à partir de là, qu'est-ce qu'elle a fait? Fin 2015, comme elle savait que ma famille n'était pas toute nue, hein, oui, effectivement, quand on habite une propriété un petit peu isolée, on a un fusil de chasse, voilà, beaucoup de Français sont dans cette situation. Alors, plutôt que d'envoyer des voyous pour me tuer, qu'est-ce qu'on fait? On explique à la police que M. Paris, c'est-à-dire moi, celui qui est devant vous, serait un terroriste kamikaze, en rupture familiale avec toute sa famille, qui est fâché avec son ex-femme, alors que j'ai jamais été marié, qui aurait des caches d'armes carrément, des caches d'armes de guerre, quoi, et qui serait en relation avec des groupuscules d'extrême droite, et qui en plus voudrait faire un carnage avant de se mettre une balle dans la tête, et qui en plus, alors là, attendez, vous m'avez bien regardé, je n'engage le combat que pour tuer. Voilà. Alors moi je veux dire, si je suis un agent de police de la BRI et qu'on me donne ce tableau-là, et en plus on vous dit le mec est très intelligent et très vicieux, complètement paranoïaque, je vais dire à mon épouse, bon là je pars en mission, je sais pas si on va revenir vivant, je te fais un bisou. Parce que effectivement, si on vient chez moi, que je suis en relation avec des groupuscules d'extrême droite, donc je suis susceptible d'être avec 3-4 copains, peut-être une dizaine de cinglés, cache d'armes, enfin... même 30 mecs de la BRI, ils sont pas sûrs d'avoir le dessus. Hein. Alors, mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils avaient mis ni SAMU, ni pompiers pour cette mission. Et juste avant d'envoyer la BRI, encore elle, Madame Santiard, m'envoie un SMS. Ah ben, les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Hein. Donc, cette 3 petits points m'envoie un SMS. Pour me dire, toute contente, elle frétille, elle me dit, ne vous étonnez pas de vous faire de solides ennemis. Alors les solides ennemis, on se demande qui c'est. Hein. On a compris, j'ai cherché sur internet, oh la vache! On découvre que la famille Santiard vient de Dijon et qu'elle est au Rotary District 1750. Bon, c'est pas interdit, hein. Mais sauf que le procureur Jean-François Bonner, qui a fait envoyer la BRI chez moi, après que Madame Santiard ait annoncé qu'elle allait mobiliser contre moi de solides ennemis, donc en quelque sorte qu'elle ait sous-entendu qu'elle allait faire du trafic d'influence, je découvre que Bonner, sa femme et ses 2 enfants sont au Rotary District 1750 de Dijon. Alors, bon, la France est un grand pays. Je veux bien croire au hasard. Si au moment où je vous parle ici, une enclume tombe sur ma tête, on pourra dire que c'est le hasard. Mais les hasards comme ça, je n'y crois plus trop, vous m'excuserez. Alors là, il y a peut-être une petite dose de paranoïa dans mon cas.
Voilà mon parcours. Maintenant, je vais aborder... Bon, vous aurez compris qu'aujourd'hui, je suis en danger pour oser dénoncer ce que je dénonce, mais j'ai toutes les preuves. Et j'ai diffusé sur Internet, sur Facebook et sur Twitter, Gilets jaunes de la justice, Will Pierce, Wilfried Paris, si vous préférez. J'ai diffusé quelques éléments, hein. C'est un petit échantillon de tous les dossiers que j'ai et que j'ai mis en lieu sûr et qui sont un petit peu diffusés. Enfin bon bref, j'ai assuré ma sécurité comme il faut. Il y a des éléments que je sortirai jamais, tout simplement parce que il faut que mes adversaires sachent que même si j'ai sorti 4 As et un Joker, bah, il me reste un Joker pour faire une combinaison contre eux à tout moment. Si jamais ils avaient la main un petit peu trop lourde. C'est pas du chantage, c'est simplement de l'autodéfense. Et il est normal, si vous voulez, étant donné que j'ai eu le réflexe de devancer la jurisprudence à une époque où on n'avait pas le droit d'enregistrer les gens, j'ai quand même fait des enregistrements quand j'étais victime d'infraction pénale. Et j'ai cet atout-là. Mes adversaires le savent, c'est très bien, c'est l'équilibre qu'il y avait à une époque entre la Russie et les États-Unis, c'est-à-dire qu'avec ce genre de discours, on arrive à créer un équilibre de la paix. Mais moi, ils m'ont déclaré la guerre. Ils m'ont envoyé la BRI, ces gens-là, pour essayer de me tuer. Ils ont essayé de me faire passer pour fou, etc. Donc, c'est ce qui explique, si vous voulez, qu'à un moment donné, j'ai voulu m'exprimer et je suis rentré dans le mouvement des Gilets jaunes. Donc ça, c'est le deuxième chapitre. Deuxième chapitre, les Gilets jaunes de la justice, la rencontre avec Stéphane, la déception avec François Boulot, qui est un avocat de mon barreau à Rouen et qui aurait dû me porter secours, qui aurait dû s'intéresser à l'affaire que je dénonce, qui est très très grave. Hein. Bon, il ne l'a pas fait, donc on a compris. Il a été porté par les médias. À partir du moment où lui est porté par les médias et qu'un avocat du même barreau est complètement ignoré, hein, parce que je suis peut-être idiot, je suis peut-être désagréable, je parle peut-être mal, je dis peut-être des bêtises, mais enfin... il y a au moins une chose que je sais faire, ce sont des chariots. Donc bizarrement, on n'a jamais parlé de moi sur aucun média. Ça ne me vexe pas, mais je vous fais remarquer que François Boulot, lui, il n'a rien fait, et tout d'un coup, on vous a dit « Ah, mais c'est la coqueluche des Gilets jaunes ». C'était une grosse manipulation médiatique. En réalité, François Boulot, c'est Emmanuel Macron low cost, voilà. On a eu le haut de gamme de la manipulation de la haute finance en 2017, et en 2018, ça pétait de partout, donc il fallait faire une manipulation. Les Gilets jaunes ne voulaient pas de représentants, alors on leur a dit « Ah, tenez, il y a François Boulot, il est beau François Boulot, oh là là, il a 200 mandats !» Bah ouais, mais quand je demande à monsieur Boulot ses mandats, il ne les donne pas. Moi, je voudrais les voir, les 200 mandats. Parce qu'en plus, il a fait signer 200 mandats en disant aux gens, vous comprenez, les mandats n'ont pas de valeur légale, donc vous pouvez signer. Ah mais attendez, pourquoi ce mensonge, cher maître? Vous êtes avocat, vous savez très bien qu'un mandat c'est un contrat, et par application du grand principe de droit civil napoléonien, le contrat est la loi des parties. Donc quand vous dites un mandat qui est un contrat n'a pas de valeur légale, vous êtes en train de mentir au mandant. C'est-à-dire que vous obtenez une signature par une méthode de mensonge. Alors moi j'ai rien contre François Boulot, je l'invite à se rapprocher de moi. Je trouve que ça serait plus constructif que de m'énerver comme ça pour dire que ce monsieur, il n'est pas clair. Il n'est pas clair parce que quand il y a une affaire comme la mienne dans le barreau de Rouen et qu'il reste silencieux là-dessus alors que ça met en cause toute la profession d'avocat et heureusement pas la magistrature tout entière. Hein. On a des magistrats honnêtes dans ce pays. Mais il y a quand même parfois un petit peu de poussière de corruption quand même. Hein. J'ai l'impression. Bon, non, le gros problème c'est la profession d'avocat. Bon, et puis ça se comprend très bien parce que les avocats ont besoin de gagner du pognon alors que les magistrats sont sûrs d'être payés. Donc vous comprenez très bien, la profession d'avocat est beaucoup plus vulnérable à la tentation de l'argent que les magistrats qui eux sont sûrs d'être payés et qui aujourd'hui sont relativement bien payés parce que globalement avec la crise économique, si vous voulez, à une époque les magistrats estimaient qu'ils étaient mal payés, mais proportionnellement les salaires du privé ont baissé alors que ceux des magistrats sont restés bien. Donc aujourd'hui c'est pas mal d'être magistrat, voilà c'est tout. Et heureusement, donc on a une magistrature quand même honnête. Hein. Donc ça c'était pour vous expliquer comment je suis rentré dans les Gilets jaunes, hein. C'était pas pour faire parler de moi Wilfried Paris, vous avez vu je suis resté discret, j'évite de donner mon nom, je reste derrière mes statuts, j'essaye d'apporter de la matière au collectif, je suis resté à ma place et il y a des gens que j'aime bien, notamment Sophie Tissier, Rodriguez, bon je sais qu'ils font pas l'unanimité, on a chacun nos affinités. J'aime bien aussi Stéphane Espic. Chacun a son caractère, voilà. Bon, on ne peut pas aimer tout le monde. Et j'aurais aimé pouvoir faire un axe de lutte avec François Boulot. Il était dans mon barreau, il est avocat. S'il s'était mis avec moi, lui avec ses compétences fiscales et ses connaissances sur l'Europe, et moi avec mes compétences pénales et mes connaissances sur la corruption, on aurait été très fort. Voilà, je suis rentré dans les Gilets jaunes parce que j'avais été observateur et victime
de dérive judiciaire. Et donc avec Stéphane, avant même que M. Dupond-Moretti ne soit nommé au ministère de la Justice, eh bien, je lui ai proposé de faire le tour de France des cours d'appel, à la fois cours d'appel judiciaire et cours d'appel administrative, c'est-à-dire celles qui font les affaires de droit commun et celles qui gèrent les affaires permis de construire, de fonction publique, enfin tout ce qui concerne le droit public. Il commence aujourd'hui, ça y est, première cour d'appel de Versailles. Voilà, on a choisi la cour d'appel de Versailles pour lancer ce tour de France des cours d'appel. Alors qu'allons-nous dénoncer? On va faire, c'est pas encore fait, mais on va poser le problème. On va commencer par donner un courrier à chaque président de juridiction pour dire voilà le problème tel qu'on le voit. Et une fois qu'ils auront étudié le problème, on leur proposera la solution. Voilà. Donc on va faire ce tour de France. À chaque fois on fera des lives, à chaque fois on fera une manifestation, ça se passera bien, il n'y a pas de raison. Et ça tombe bien parce que comme ils ont nommé Éric Dupond-Moretti, alors là c'est la quadrature du cercle. Donc maintenant que je vous ai présenté le deuxième point un petit peu rapidement, c'est-à-dire le tour de France des cours d'appel, et comment ça va se passer, on va faire ça géographiquement. Hein. Et j'arrive au troisième point, c'est-à-dire l'affaire explosive dont je suis victime, mais qui vous intéresse tous. L'affaire, plus précisément, qui est scandaleuse. Quelle est-elle? Bon, vous avez compris que je m'étais fait, selon Mme Santiard, de solides ennemis. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans cette affaire? Je vais vous le dire. Qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons donc que on veut se débarrasser de M. Paris. Qui veut se débarrasser de M. Paris fin 2015? D'abord, évidemment, M. Achoui. M. Achoui et Mme Santiard. Alors, y avait-il une bande Achoui-Santiard? C'est la question qui était posée devant la justice dans l'affaire Alain Lyon, et je vais vous expliquer. Mais je prétends qu'effectivement, il y a une bande. Et donc, Mme Santiard, quand elle vient raconter que je serai un terroriste kamikaze, évidemment, elle est membre de cette bande. Donc, quand elle dit ça, c'est bien en rapport avec la plainte que je préparais contre Karim Achoui. Et c'est bien pour m'empêcher de déposer cette plainte, pour me discréditer, voire pour m'éliminer physiquement, qu'elle a raconté que j'étais un dangereux psychopathe, kamikaze, terroriste, etc. Bon, manque de peau, ça a échoué. Pourquoi? Parce que il y a d'autres gens qui m'en voulaient un petit peu à l'époque. Bon, ils ne voulaient pas ma mort, c'était pas à ce point-là, mais ils m'en voulaient aussi. C'était une petite partie d'une certaine police, parce que je défendais un policier, un super policier, un officier de police judiciaire antiterroriste, qui avait des félicitations, qui avait fait des choses formidables pour évoluer dans la police antiterroriste. Malheureusement, il avait été victime en 2008 de ce qu'il considère comme une discrimination raciale. Et vous voyez, à l'époque, ça ne se savait pas trop, mais aujourd'hui, on a vu, ça commence à parler dans la police, et on comprend que ce monsieur racontait peut-être pas que des histoires. Donc, effectivement, fin 2015, il y avait aussi une sorte de satisfaction pour des policiers, quelques-uns, qui étaient au courant de cette affaire où je les mettais en difficulté avec l'officier de police judiciaire que je défendais. Eh bien, si on leur disait « Monsieur Paris, c'est un salaud », ils voulaient bien le croire parce que ils considéraient que la manière dont je défendais cet officier de police judiciaire avec des éléments qui démontraient, on avait un rapport de l'IGPN qui reconnaissait qu'il y avait eu du harcèlement moral contre le policier que je défendais, donc c'était quand même une affaire sérieuse, ça pouvait agacer une certaine frange de la police. Donc on a Karim Achoui, on a la police. Après, j'avais mis le doigt sur une affaire dans le sud de la France où un procureur s'était suicidé et ça paraissait suspect à mon client. Donc là, évidemment, quand vous commencez à gratter sur des affaires comme ça, ça plaît pas trop au parquet. Alors le parquet général m'en voulait déjà parce qu'il y avait l'affaire des faux diplômes, mais en plus, si je commence à gratter sur un procureur qui s'est suicidé, je me fais pas forcément des copains. Bon. Et puis, alors le clou du clou, c'était le bâtonnier Arnaud de Saint-Rémy de Rouen et ses compères qui ne supportaient plus la façon dont je faisais du zèle dans certains dossiers contre des gens puissants pour servir des faibles contre les puissants, parce qu'en moi, en général, j'étais l'avocat des faibles contre les puissants. Donc, quand Arnaud de Saint-Rémy est arrivé, contrairement à son prédécesseur Arnaud Le Senne, Philippe Le Senne, excusez-moi. Philippe Le Senne se comportait normalement jusqu'à fin 2014. Mais quand Arnaud de Saint-Rémy, fils d'avocat et d'avocate, petit-fils d'un ancien maire de Rouen, patati patata potroun ma chère, donc avec un nom à particules, quand ce monsieur est arrivé bâtonnier, lui il a dit, vous allez voir, maître Paris, je vais vous en débarrasser. Et là il a commencé à commettre des infractions contre moi. Par exemple, il a établi un acte qu'il a intitulé ordonnance, et il n'avait pas le droit de faire cet acte. Donc, à partir de là, moi j'ai commencé à lui dire je vais porter plainte pénalement contre vous. Ça c'est su, ça n'a pas plu à toute cette caste, évidemment.
parce que une plainte contre un bâtonnier, ça sous-entend qu'éventuellement il va être radié à vie du barreau. Et ça peut donc être une mort professionnelle, expression globale. Quand j'ai expliqué ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit « Ah, Maître Paris, ça fait des menaces de mort ». Et voilà le prétexte qui a servi, avec les accusations mensongères de Santiar, à envoyer la BRI pour essayer de m'assassiner. Il a même été écrit de la main de l'ancien bâtonnier Philippe Le Sen, alors là, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, complètement à l'ouest, qu'il fallait me mettre hors d'état de nuire. Bah voyons. Mais enfin, ça, hors d'état de nuire, c'est équivoque comme expression. Mais c'est équivoque à condition de l'employer vis-à-vis d'une personne lambda. Mais quand on dit hors d'état de nuire vis-à-vis d'une personne dont il est dit qu'il serait terroriste, kamikaze, qu'il aurait des caches d'armes, etc., hors d'état de nuire, ça veut dire en gros, il faut l'abattre. Voilà, c'est mon interprétation. C'est peut-être un petit peu exagéré, mais on voit la suite. On a envoyé la BRI, 25 mecs, sans le SAMU. Alors là, c'est pas cohérent. Sans les pompiers, c'est pas cohérent. En gros, on prétend que je suis capable de faire un carnage, mais on sait très bien qu'il n'y aura pas de carnage puisqu'on prend aucune mesure de sécurité. Et en plus, eh bien, on avait prévu d'utiliser un taser sur moi, alors que j'avais montré que même si j'ai pas de problème de cœur au sens premier du terme, eh bien, en tout cas, j'avais fait des examens pour faire des explorations à ce sujet et le barreau était au courant. J'avais donné les documents dans le cadre des procédures qui m'opposaient au barreau, j'avais donné des documents à la fois au barreau de Rouen, au parquet général de Rouen et à la cour d'appel de Rouen, et Marie Santiar était au courant, j'ai des SMS qui le prouvent, tout le monde savait que j'avais eu des explorations cardiaques. Donc vous comprenez ici, envoyer la BRI à 6h du matin dans le noir au mois de décembre, le 3 décembre 2015, chez un avocat qui a fait des explorations cardiaques en prévoyant d'employer un taser sans accompagner les forces de l'ordre, ni du SAMU ni des pompiers, on voit très bien ce que ça veut dire. Et alors le clou du clou, c'est qu'à l'époque, j'intervenais en première demande devant le Conseil constitutionnel contre le Premier ministre Manuel Valls. Alors là, ça déborde. Ils ont dit, c'est la foire du trône, on peut tout se permettre, on va abattre ce salaud. Il y a eu l'affaire de Melun le 29, pardon. Il y a eu l'affaire de Melun le 29 octobre 2015. Alors je saute du coq à l'âne, mais non, pas du tout. Vous allez voir. Qu'est-ce qui se passe à Melun le 29? Le jeudi 29 octobre 2015. Il y a un avocat qui n'a rien à voir avec moi. C'est-à-dire que je pense que ce monsieur était effectivement complètement dépressif. Il n'avait pas de petite amie. Il ne s'occupait pas des enfants de sa compagne. Il n'avait rien dans sa vie. Rien qui puisse être comparé à moi. Le seul point commun qu'il avait avec moi, c'est qu'il était avocat. Et ce monsieur, persécuté par le barreau, il a craqué. Il avait 60 et quelques années. Apparemment, il était malade d'un cancer. Hein. Et il a pris un Beretta. Il allait tirer sur le bâtonnier de Melun au palais. Et il s'est collé une balle dans la tête. Heureusement, le bâtonnier n'est pas mort. Mais c'est dans ce contexte, vous voyez, que Madame Santiar, avec Karim Achou, a dit « Mais c'est nickel !» Il y a eu Melun, en plus, le 13 novembre 2015, il y a eu le Bataclan, alors là, terrible, état de choc pour les Français, choc psychologique. Donc on était dans un climat favorable pour vous créer une affaire comme la mienne. Et alors là, c'est magique, quand je vous dis créer, je n'invente rien, moi, puisque c'est le procureur Jean-François Bonner. Qui est-il? Je vous rappelle que Jean-François Bonner, c'est un excellent magistrat, il ne se trompe pas hein, quand il fait quelque chose. Un mot est un mot chez lui. Donc c'est un excellent magistrat, excellent linguiste, polyglotte, qui a été nommé par Emmanuel Macron à la tête du parquet national financier. Donc ce monsieur qui ne se trompe pas, dans une directive adressée au commissaire Pichon de Rouen, il a écrit qu'il apportait des éléments de nature à créer, et ça c'est formidable, à créer le cadre juridique de la flagrance. C'est grave. Parce que quand on est procureur, on ne crée pas le cadre juridique de la flagrance, et surtout pas contre un avocat, et qui plus est avocat de la défense contre le gouvernement. Hein? On établit, on démontre, on prouve, mais on ne crée pas. C'est un lapsus, et un lapsus écrit, donc un lapsus calami. C'est calamiteux. C'est accablant pour ce procureur. Donc, M. Bonner, en lien avec Santiar, qui se vante de pouvoir faire, de pouvoir mobiliser de solides ennemis, donc de pouvoir faire du trafic d'influence, M. Bonner, il est tout content, on lui donne des témoignages contre moi, il peut envoyer la BRI, et puis à la fin de toute cette histoire, on arrive sur l'affaire Alain Lyon. Quelle est-elle? Comme par hasard, à l'époque, Madame Santiar témoigne contre moi sous le prénom de Marie Santiar. Et qu'est-ce que je découvre? Elle ne s'appelle pas Marie Santiar, c'est-à-dire que le témoignage téléphonique, alors en plus, témoignage téléphonique, ça vaut rien. Témoignage téléphonique sans adresse,
utilisé contre moi, il a été dressé avec le prénom Marie Santiard, alors que cette dame s'appelle Françoise Santiard. Autrement dit, le grand procureur François Bonner, il a utilisé contre moi des procès-verbaux de police qui ne sont pas signés, qui ne comprennent pas l'adresse du témoin, et qui prouvent qu'il connaissait cette dame. Parce que sinon, il n'aurait pas laissé des policiers l'appeler par téléphone sans prendre l'adresse ni son vrai prénom. Mais surtout, tout ça, c'est du faux. Parce que quand on utilise des procès-verbaux et que le prénom du témoin n'est pas le vrai prénom, qu'est-ce que c'est? C'est un faux témoignage, c'est un témoignage sous fausse identité. C'est une situation où je ne suis même pas moi en mesure d'attaquer cette personne en diffamation ou en dénonciation calomnieuse puisque je n'ai pas son vrai prénom. J'ai découvert son vrai prénom parce que je me suis rapproché de M. Alain Lyon. Victime de qui? De Marie Santiard et de Karim Achoui. Poursuivi à l'époque dès 2011 pour escroquerie en bande organisée et exercice illégal de la profession d'avocat en bande organisée avec pour victime notamment Alain Lyon. Donc on comprend très bien que Marie Santiard voulait me faire taire sur ma plainte contre Karim Achoui, qui était susceptible de se retourner contre elle, étant donné qu'elle était poursuivie avec lui à l'époque devant le tribunal correctionnel de Paris. Et là on comprend très bien le mécanisme. En gros, d'un côté on vous dit « Allez Madame Santiard, vous allez nous raconter des saloperies sur M. Paris » et puis à la fin, pour votre affaire avec Karim Achoui, espérons que vous aurez un peu de chance. Puis comme par hasard, elle a eu beaucoup de chance, parce que j'ai montré les décisions par lesquelles elle a été relaxée avec Karim Achoui. Je les ai montrées à des éminents juristes, parce que je ne suis pas tout seul quand même. Ils m'ont dit, mais c'est un scandale. Il y a des contradictions de motifs et tout. Et le clou du spectacle, c'est que M. Alain Lyon a été mis dans l'impossibilité de se pourvoir en cassation contre cette relaxe. Pourquoi? Parce que son propre avocat lui a menti. Il aurait pu faire un pourvoi en cassation, M. Alain Lyon. Donc il aurait pu continuer son procès contre Mme Santiard et M. Achoui. Mais son avocat lui a dit, votre délibéré, c'est le 20 janvier. Or, un pourvoi en cassation, on a 5 jours. Et le délibéré, c'était pas le 20 janvier, c'était le 15 janvier. Donc vous comprenez, 15 plus 5, 20. On a donné à M. Lyon exactement la mauvaise date qu'il fallait lui donner pour qu'il ne puisse pas se pourvoir en cassation. Donc ça veut dire qu'il y a des gens dans cette affaire, on a un soupçon, il y a des gens dans cette affaire qui avaient intérêt à ce que M. Alain Lyon ne puisse pas aller devant la Cour de cassation. On comprend tout à fait pourquoi. Parce que les gens qui se croient tout permis et qui me menacent en disant « vous allez vous faire de solides ennemis », ces gens-là, ils ont peut-être la main sur certaines cours d'appel, mais ils ne l'ont pas à la Cour de cassation. Et pour cause, moi qui ai été accusé de menace de mort, condamné au correctionnel à Rouen et condamné en chambre correctionnelle à Rouen. Alors il y aurait beaucoup à dire, mais je ne vais pas donner tout aujourd'hui, tous les détails. Eh bien, j'ai gagné devant la Cour de cassation. C'est-à-dire la Cour de cassation, quand elle met son nez dans ce dossier, elle dit non, ça ne va pas, il n'y a pas de menace de mort, M. Paris n'est pas coupable. En tout cas, tel que ça a été jugé, c'est pas bon. Donc là, ça ne va pas du tout. C'est-à-dire que M. Bonner, qui est un super magistrat, le mec, je vous dis, c'est le meilleur magistrat de France. Il n'y a pas photo là-dessus. Mais même quand on est le meilleur magistrat de France, ça n'empêche pas d'avoir ce qu'on appelle des bons copains. Voilà, regardez. C'est un peu ça, quoi. La justice des copains. La justice des copains. Et qui est-ce qui vous parle de ça? C'est pas moi, parce que moi, vous l'aurez compris, je suis un grand paranoïaque. Non, c'est David Koubi. Donc vous chercherez sur Google David Koubi, excellent avocat du barreau parisien. David, c'est le prénom. Koubi, K-O-U-2-B-I. Je lui fais de la publicité. Je passerai à la commission. Non, c'est pas grave. Il en faut des comme lui, voilà. Eh bien lui, dans une émission Thinkerview, Thinkerview vous connaissez, vous regarderez avec le signe noir là, il nous dit, c'est la justice des copains, il y a un problème, chacun sait ce qu'il a à faire pour planter un dossier, etc. Bon voilà, moi je pose la question, est-ce que j'ai pas été victime de la justice des copains? Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, je devrais, non des copains, je devrais être mort, mais mort pour de bon, pas mort socialement et professionnellement. Moi je devrais être mort tout court, c'est-à-dire que ces gens-là, vu le degré de folie qu'ils ont atteint dans mon dossier, eh bien, je pense qu'ils espéraient que je m'en sortirais pas. Étant donné que la Cour de cassation m'a donné raison, étant donné qu'il n'y a pas eu de menace de mort selon la Cour de cassation, et au vu de la décision qu'elle a rendue, chambre criminelle de la Cour de cassation, 11 avril 2018, je gagne contre le bâtonnier de Rouen. En 2005-2006, il fait péter une centaine de diplômes d'avocat,
Et entre-temps, il renvoie la loi Guesso devant le Conseil constitutionnel tout seul. Et après, il arrive à péter les condamnations contre le bâtonnier de Rouen devant la Cour de cassation. Vous voyez, donc j'ai quand même certains états de service. Voilà. Ça, c'est quand même du lourd. Alors, je suis victime de nanisme socio-professionnel. Pourquoi ? Parce que, étant donné que je suis victime de toute cette corruption depuis 2004, forcément, j'ai pas pu me développer ni professionnellement ni socialement. Mais enfin, le peu de fois où j'ai pu travailler, ça les a dérangés quand même. Hein. Donc il semblerait qu'il y ait un potentiel, il faut le mettre hors d'état de nuire, parce que celui-là, si on le laisse faire, il va devenir vraiment dérangeant. Hein. Voilà, donc je ne suis pas parano, alors, mais enfin la Cour de cassation considère que j'ai raison. Et tous les éléments que j'apporte sur mon compte Twitter et sur mon compte Facebook sont quand même des éléments sérieux que personne n'ose contredire. La seule méthode que ces gens-là ont trouvée maintenant, ils espèrent certainement que je vais avoir une crise cardiaque, que je vais avoir un cancer foudroyant, que je vais me suicider, ou bien que je vais avoir un accident de voiture, ou bien que sais-je encore. Bon, on a compris, ces gens-là jouent la montre, alors ils retardent. C'est-à-dire que moi j'ai fait mon pourvoi contre toutes ces magouilles, j'ai fait mon pourvoi en octobre 2017, et la Cour de cassation, qui a fait un excellent travail, a rendu sa décision en avril 2018. Vous imaginez, la Cour de cassation a jugé, sans que je demande rien, que c'était urgent, et elle a statué en 6 mois. Mais depuis 2018, je suis comme un, je vais ouvrir les guillemets, comme un con. Je peux pas travailler, j'ai pas de chômage, j'ai rien. Enfin voilà, donc c'est la mort sociale et je me débrouille avec les économies, avec la famille. Alors, le 25, qu'est-ce qu'on a ? On a un renvoi, puisque la Cour de cassation a cassé l'arrêt, mais il va falloir que cette affaire soit rejugée. Et pour ce faire, j'ai fait 2300 € là, de constat d'huissier, je vais encore en faire, pour montrer à tous ces gens que dans toutes mes correspondances à l'époque, il n'y a aucune menace de mort. Par contre, je n'arrête pas de dire aux gens à l'époque que je vais réclamer une très très lourde indemnisation contre le barreau du chef de harcèlement moral de type mobbing, c'est-à-dire harcèlement moral en réseau pour éliminer une cible, moi en l'occurrence. Et donc, si tant est que je sois paranoïaque, en tout cas mon projet paranoïaque, c'était de faire un procès au barreau et de réclamer des dommages et intérêts. Voilà, j'ai jamais eu pour projet de tuer quiconque. Par contre, à l'époque, je savais très bien que ma mort les aurait arrangés. Et comme par hasard, on m'a envoyé la BRI dans des conditions très curieuses. Donc aujourd'hui, la stratégie de ces gens-là, c'est quoi ? C'est l'omerta, la loi du silence. Et je vous renvoie encore une fois à l'article du 2 mai 2018 dans Le Monde. Vous tapez Le Monde 2 mai 2018 sur Internet, sur Google. Vous ajoutez la phrase suivante, la loi du silence règne. Et là, vous ne tombez pas sur la mafia sicilienne, vous tombez sur le barreau des avocats français. La loi du silence règne au barreau, c'est formidable. Voilà, donc il paraît que je suis paranoïaque, mais enfin, apparemment, il y a quand même un gros problème dans cette profession. Et vous verrez, il est question du harcèlement sexuel contre les femmes, qui n'osent pas parler, qui n'osent pas porter plainte. Et voilà, et voilà. Alors avec Monsieur Dupond-Moretti, est-ce que ça va changer ? Moi, je suis inquiet, je vais vous dire pourquoi. Parce que compte tenu du fait que Monsieur Dupond-Moretti a été l'avocat de Karim Achoui dans le dossier Alain Lyon, je veux dire, ça ne s'invente pas. Karim Achoui, il est en lien avec Benalla, donc indirectement, il peut avoir des influences sur le président de la République. Karim Achoui est en lien avec Marie Santiard, qui est en lien avec le procureur Bonner au parquet national financier. Et Karim Achoui est en lien avec qui ? Avec Dupond-Moretti, puisque c'est l'avocat de Karim Achoui et c'est l'avocat du cousin de Karim Achoui, Farouk Achoui. Ça commence à faire beaucoup, monsieur Dupond-Moretti. Moi, j'ai un problème, parce que monsieur Dupond-Moretti, aujourd'hui, il est autorité disciplinaire, au moins, des magistrats du parquet. C'est pas moi qui l'invente, c'est la loi. Il est autorité disciplinaire. Et puis, quelque part, il est autorité administrative. Alors, je ne vais pas dire qu'il est autorité hiérarchique, mais enfin, quand on écoute les propos de l'avocat Dupond-Moretti, on s'aperçoit que, selon lui, le parquet n'a pas toujours les meilleures garanties d'indépendance. Donc, maintenant qu'il a le parquet sous sa coupe, moi, je suis en droit de me demander, compte tenu de ses propos, à lui, SIC, je cite, je suis en droit de me demander si le parquet va être indépendant vis-à-vis de moi. C'est-à-dire, en ce qui concerne les poursuites contre moi, est-ce que je vais avoir droit à un parquet impartial ? Et si je veux porter plainte contre Karim Achoui et tous les gens qui ont agi contre moi, est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts entre moi et M. Dupond-Moretti ? Voilà le problème. C'est quand même un gros problème. Et je suis peut-être pas le seul justiciable dans ce cas-là. Alors si on me disait, M. Dupond-Moretti, c'est fini, il ne remettra jamais sa robe, je dirais, pourquoi pas, tout va bien. Mais non, il nous dit, j'ai mis ma carrière entre parenthèses. Ah oui, mais alors là, M. Dupond-Moretti, ça va pas du tout. Parce qu'une parenthèse, ça s'ouvre et ça se referme. Pas de chance, ça veut dire qu'il va retourner mettre sa robe. Ça veut donc dire qu'en réalité, il aura toujours été avocat. Parce que quand on est avocat avant et après,
ça veut dire qu'on a toujours l'intention de se comporter comme un avocat. Puis là, je ne veux pas être méchant, mais bon, si vous creusez bien, bon, on n'a pas eu d'assassinat de procureur ni de magistrat en France depuis le juge Reynaud et le pauvre juge Michel en octobre 81. Donc il semblerait que quand même il y a eu trafic de drogue en France et toutes sortes de gens particulièrement violents. On a eu un échantillon à Dijon, encore Dijon récemment. Donc on a des policiers qui sont obligés de se cagouler, on a des policiers qui se font assassiner chez eux. Moi je suis un petit peu inquiet, je me dis comment ça se fait que quand je regarde le nom de certains procureurs, je vois presque tout sur leur vie, quoi, leur famille, leur vie et tout. Je me dis bon... est-ce que vraiment ces gens-là font leur travail comme des pilotes de Formule 1 ? Est-ce qu'on a des procureurs en France du niveau du juge Falcone ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'au-dessus de tous ces gens-là, aujourd'hui, il y a un ministre de la Justice qui est potentiellement en conflit d'intérêts avec moi sur mes affaires. Et je ne suis sans doute pas le seul justiciable dans ce cas-là. Donc là, pour le coup, eh bien, je suis de tout cœur avec le peu de magistrats qui se sont inquiétés du problème. Et je dis, y a un problème. Allô tonton, pourquoi tu tousses ? Bah oui, il y a un problème. Imaginez que moi je devienne ministre et que je vous dise, je ferme la parenthèse, je l'ouvre, je suis avocat avant, mais je serai avocat après, donc voilà, je vais venir faire des réformes. Et puis, pendant 18 mois, je suis susceptible de faire remonter des informations sur des dossiers, c'est ce qui s'est passé parfois. Et si vous cherchez bien, vous allez trouver des articles dans la presse qui vous disent quoi ? Qui vous disent qu'il y a certains voyous qui sont allés avec des kalachnikovs chez Feu, l'ancien avocat qui est décédé il n'y a pas très longtemps, Maître Liénard, justement du barreau de Versailles, ça tombe bien. Donc, hommage à cet avocat qui a été un grand avocat pénaliste, mais qui s'est retrouvé pris en otage chez lui par des voyous qui l'ont menacé, lui et sa famille. Et on vous raconte qu'une avocate du barreau de Paris a été violée par des voyous, mais qu'elle n'a pas osé porter plainte, parce qu'elle avait peur pour sa carrière. Peur pour sa carrière, c'est un euphémisme. Donc, quand on a des avocats pénalistes comme ça, qui deviennent ministres, moi je dis que dans le contexte que je vous décris, si je ne suis pas complètement dingue, et si les articles de presse dont je vous parle dans Le Monde existent, c'est-à-dire vous trouverez des articles où on vous dira qu'une avocate a été violée mais qu'elle n'a pas porté plainte, que Liénard a été pris en otage chez lui, tout ça, ça fait quand même une source d'inquiétude quand moi je sais pas, monsieur Moretti, est-ce qu'il a jamais été menacé ? Il me semble qu'il a été menacé. Et oui, en 2017, quand il était l'avocat dans l'affaire Mera, il a été menacé, il est venu pleurnicher là, donc on voit bien il est venu pleurer, donc il n'est pas si fort que ça monsieur Dupond-Moretti. Donc qu'est-ce qu'il offre comme garantie en tant que ministre de la Justice, ayant été l'avocat de gens qui font du trafic de drogue, qu'est-ce qu'il offre comme garantie ? Moi je me pose la question, dans ma grande paranoïa, je suis très inquiet, voilà. Bon, donc vous l'aurez compris, on a mis les pieds dans le plat, c'est le Tour de France des cours d'appel, ce n'est qu'un début, ce sont les préliminaires, je pense qu'on va répéter souvent les mêmes choses parce que au fil des lives, ce ne sera pas toujours le même public, mais alors je vous demande et je vous encourage tous, ce sont les vérités que je suis en mesure de vous révéler et que je suis en mesure de documenter et qui sont de toute façon documentées en sécurité s'il se passe quoi que ce soit de funeste en ce qui me concerne. Voilà, comme ça c'est dit. Et pour le reste, on va détendre un peu l'atmosphère. On va retomber sur des sujets généraux qui concernent tout le monde. J'aimerais que les gens comprennent une chose. Si aujourd'hui on a pris la statue de la liberté avec le mot corruption en travers, c'est parce que, en ce qui me concerne, je ne fais pas une obsession contre la justice, mais il y a un problème de corruption. Il y a un problème de corruption, c'est-à-dire que tous les gilets jaunes ont voulu des réformes législatives. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'impression qu'aujourd'hui, la société n'est pas juste. Mais pourquoi la société n'est pas juste ? C'est tout simplement parce que les lois ne sont pas appliquées. Les lois existent, il y a des lois qui existent, mais elles ne sont pas appliquées. Donc le problème, c'est qu'il y a des gens qui détournent l'application de la loi dans leur intérêt, ils utilisent des moyens publics ou leur pouvoir à des fins inavouables qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général et qui peuvent être contraires à l'intérêt général, ça c'est de la corruption. Par exemple, un procureur qui fait envoyer la BRI chez un avocat de la défense sur la base
du faux témoignage de Marie Santiard qui n'existe pas et qui s'appelle en réalité Françoise Santiard, ben là, il n'agit pas dans l'intérêt général, il agit dans l'intérêt de Madame Santiard et de sa bande. Ça, je veux bien le croire, mais pas dans l'intérêt des citoyens. Bien, là, je vous ai donné un exemple de corruption. Quand vous prenez Crépuscule de Juan Branco et quand vous prenez le livre La ligne jaune de François Boulot, je prends la ligne jaune. Alors, je reproche à François Boulot de ne pas parler de la corruption, mais il en parle quand même une fois. Vous voyez, j'arriverai à tomber d'accord avec François Boulot s'il me tendait la main. Moi, je lui ai tendu la main, mais il n'a jamais voulu l'attraper. Alors voilà ce qu'il nous dit à la page 10 de son livre. La corruption de la cité commence par la corruption des mots. Voilà. Donc il nous parle bien de la corruption. Que nous dit François Boulot sur la profession d'avocat? Cette capacité à s'indigner, à se révolter, je commençais vraiment à en douter et même à désespérer. Moi aussi. Donc en tant qu'avocat, il désespérait. Mais c'est arrivé. Et si j'ai osé plonger dans le mouvement populaire, c'est en pensant à mon rôle d'avocat. Ah, bah là, on est d'accord. Nous, avocats, on a un rôle à jouer. Je le cite encore. Il fallait briser la barrière entre les gens méprisés et les gens respectables, entre guillemets. Bon, je le laisse maître de ses propos. Je voulais la briser au sein même de ma profession. Et 3 jours après le début du mouvement, j'ai tenu ce discours à mes confrères. Donc il a dit à ses confrères avocats, ouvrez les guillemets, j'ai honte de vous. Donc François Boulot a honte des avocats. Ça me fait un point commun avec lui. J'ai honte de vous, là, vautré, dans votre confort individuel, à travailler, à consommer, alors même que nous avons prêté serment. Voilà. Bon. Bref, après, il nous explique que ce sont les garants d'une certaine bourgeoisie. Donc, moi, je trouve quand même très dommage que M. François Boulot joue les Macron low cost, mais qu'il ne fasse pas alliance avec moi pour dénoncer une certaine forme de corruption et pour attaquer sur le terrain qui ne va pas. C'est la justice. Parce qu'en France, le problème des gilets jaunes, c'est quoi? C'est que les gilets jaunes voudraient que les lois soient appliquées. Et les lois, elles sont appliquées par qui? Par tous les citoyens. Sauf que quand il y a des citoyens qui violent la loi, là on s'adresse à la justice. Et quand on s'adresse à la justice, eh bien moi je vais vous faire une citation. Il y a un gros problème, et ça sera le slogan du Tour de France des Gilets jaunes de la justice et du Front de libération contre la corruption, le grand Tour de France des cours d'appel. Notre slogan, ça va être quoi? Ça va être cette citation qui est de Wilfrid Paris, donc votre humble serviteur. Alors voilà comment je résume les choses, moi. Dans le prolongement de ce que peut dire François Boulot et Juan Branco qui lui disait ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption. Eh bien moi je voudrais dire qu'en fait, qu'est-ce que nous avons? Il paraît qu'elle est joliment dit, c'est un ami magistrat qui m'a dit que c'était joli. La justice à géométrie variable, indulgente et discrète avec les petits amis, mais implacable et bruyante avec les autres, sera le dernier clou du cercueil de leur république corrompue. Merci au corpo mafieux. Voilà. Donc vous voyez, corruption à l'œuvre dans le mécanisme de contrôle de la loi. Nous n'avons plus en France les moyens d'exiger l'application de la loi devant la justice. Nous avons une justice à géométrie variable, on le voit très bien dans le contexte des Gilets jaunes. Je ne suis pas le premier à le dénoncer. On ne va pas me poursuivre en diffamation pour ça. On voit très bien que quand il s'agit de poursuivre les outils du système au service du système, eh bien, ça va très lentement. Mais alors, quand il s'agit des gilets jaunes, c'est rapide comme l'éclair. Sans préambule, sans vaseline, sans préliminaire. Allez hop! Et si possible, direct en détention. C'est quand même incroyable. Alors, c'est facile comme ça d'user et de décimer les capacités de contestation sociale dans un pays pendant un an, que dis-je, pendant 12 mois, pendant un an. On a baladé toutes les forces vives de la contestation sociale en France pendant un an, avec les gilets jaunes, puis à la fin on fait la réforme des retraites. Évidemment, c'est une victoire à la Pyrrhus, monsieur Macron. Vous aviez complètement épuisé toutes les capacités, et puis les éléments les plus combatifs étaient soit poursuivis, soit en prison. Ça s'appelle une victoire à la Pyrrhus, c'est pas terrible. Et puis la manière dont M. Macron est venu au pouvoir, c'est pareil.
c'est ce qu'on appelle une affaire pénale surgelée, parce que de deux choses l'une, quand on a vu l'affaire Fillon, on aurait dû faire une perquisition chez tous les députés pour voir quels étaient les autres qui avaient fait comme lui. Non, non, bizarrement, on s'est juste contenté de l'affaire Fillon, sortie le 24 janvier 2017, par le biais d'un journal bénéficiant du secret des sources pour qu'on ne sache pas par qui était sortie l'affaire. Ben, évidemment, c'est une affaire qui a été dissimulée, cachée pendant des mois, voire des années, parce qu'on avait prévu de s'en servir un jour. C'est une affaire pénale surgelée, et là on a un détournement de l'effet de la loi pénale, c'est-à-dire que la loi pénale, normalement, elle est là pour assainir la vie publique, elle n'est pas là pour permettre à des coquins de se faire élire à la place d'un coquin moins malin qu'eux. Parce que quand on fait élire des gens qui utilisent ou qui deviennent recelleurs de cette dérive, donc qui utilisent une affaire pénale surgelée pour éliminer le principal candidat après l'avoir porté au nu, c'est une magouille. Je suis désolé. Alors François Fillon est très mal défendu parce que le principal axe de défense, s'il avait Wilfried Paris comme avocat, je dirais attendez, il y a eu un détournement de la loi pénale. Il y a eu une fraude électorale très subtile, puisque on utilise la loi pénale pour poursuivre Fillon, certes, mais en réalité l'objectif, c'est pas de le punir pour ce qu'il a fait, c'est de l'empêcher d'être élu. Et si on avait voulu le poursuivre, on aurait dû le poursuivre 6 mois plus tôt. Donc là, il y a eu une manœuvre. La première manœuvre, elle a consisté à cacher cette affaire. La deuxième manœuvre, elle a consisté à la sortir juste au moment où il fallait la sortir. Voilà. Donc là, ce n'est pas une procédure pénale normale. On a détourné les effets de la loi pénale. Ça s'appelle une fraude à la loi. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique, il suffit d'être avocat pour voir ça. J'avais saisi le Conseil constitutionnel à l'époque. Alors ça, c'est pareil. S'il y a des gens qui se demandent si je suis vraiment gilet jaune, s'ils ont encore des doutes, qu'ils se renseignent. Je suis le seul avocat de France qui avait fait un recours en annulation contre l'élection de Macron en expliquant ce que je viens d'expliquer au Conseil constitutionnel. Voilà. Simplement, le Conseil constitutionnel, à l'époque, il était présidé par Laurent Fabius. Et le fils de Laurent Fabius, Thomas Fabius à l'époque, était poursuivi pénalement. Donc, moi je pose juste une question. Est-ce que je peux être complètement rassuré en tant que citoyen quand je sais que le président du Conseil constitutionnel, son fils est poursuivi pénalement? Ça offre pas les meilleures garanties d'indépendance contre le pouvoir. Parce que, je dis pas que c'est le cas, mais moi dans ma grande paranoïa, je me dis bon, si j'étais président du Conseil constitutionnel, mais que j'avais des poursuites contre mon fils, peut-être que j'aurais le pied léger sur une affaire comme celle-là. Je sais pas. Voilà. J'ai des propos désagréables, c'est rugueux, excusez-moi, mais bon, voilà, chacun jugera. Alors j'ai saisi le Conseil d'État en décembre 2019. J'ai saisi le Conseil d'État par rapport au décret présidentiel de nomination de Jean-François Bonner à la tête du parquet national financier et le décret de nomination de Jean-Michel Prêtre, qui était procureur à Nice dans l'affaire Leguet. La dame de 72 ans qui était tombée, ce procureur, soi-disant, avait menti dans l'intérêt de M. Macron. Et puis, Bonner, c'est bon, je vous ai expliqué. Le problème qu'il y a avec Bonner, c'est que ce soit lui ou un autre, le fait, si vous voulez, c'est la loi. La loi prévoit que c'est le président qui signe le décret de nomination des procureurs de la République et des procureurs généraux maintenant. Ça, c'est une réforme. Avant, c'était pas comme ça, mais il y a eu une réforme de Hollande pour les procureurs généraux. Bon. Les procureurs de la République, ça a toujours été le cas. Décret du président. Mais quand vous êtes président et que vous savez qu'il y a une enquête sur l'affaire Alstom et que votre nom apparaît dans cette affaire, moi je pense que si j'avais été Emmanuel Macron, j'aurais dit écoutez, c'est pas prévu par la loi mais c'est le bon sens. Sur cette affaire-là, c'est pas moi qui vais signer le décret, je vais faire une délégation de pouvoir parce qu'étant donné qu'éventuellement, moi je pense que je suis innocent, je m'appelle Emmanuel Macron, forcément je suis innocent, mais quand même, pour qu'il n'y ait pas de soupçon, le moins de soupçon, parce que quand il y a un conflit d'intérêts, il ne faut pas qu'il y ait de conflit d'intérêts, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait ne serait-ce qu'une apparence de conflit d'intérêts, je vais faire une délégation de signature, au ministre de la Justice, je sais pas, pourquoi pas. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Bon, il a été mal conseillé sur ce coup-là, donc moi j'ai fait un recours. Et puis Jean-Michel Prêtre, un procureur qui soi-disant a menti, il n'a plus rien à faire dans la magistrature, je suis désolé. Parce qu'il y a un procureur qui ment, attendez, je veux dire, après on a les procureurs qui mentent, puis on a les procureurs qui créent, mentir, Alors d'un côté, on a la justice qui va très vite, contre ceux qui n'ont pas de solides amis, et puis ceux qui ont de solides amis, on envoie la BRI pour les débarrasser des gens qui les dérangent. Non mais attendez, c'est quoi cette République? Donc c'est pour ça, gilet jaune, moi au départ, j'étais républicain, mais c'est terminé. À force d'avoir des mauvaises fréquentations chez les gilets jaunes, maintenant, je suis comme ceux qui disent on veut la première démocratie. Et la première démocratie, ça sera comment? Eh bien c'est très simple. Le principal critère, ça va être de respecter la séparation des pouvoirs. Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans séparation des pouvoirs effective. Or, aujourd'hui, on a le pouvoir
le pouvoir classique de l'exécutif, on a le pouvoir classique du législatif et on a le pouvoir classique du judiciaire. Le judiciaire étant là pour contrôler que l'exécutif et le législatif respectent les lois. Mais le problème, c'est qu'en France, la justice, c'est un service public. Ce n'est pas un pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas, dans le corps de la magistrature, il n'y a pas de gens qui sont élus par le peuple. Le président de la République est élu par le peuple. Après, il nomme son gouvernement. Le maire de la commune est élu par le peuple. Le député est élu par le peuple. Le président d'une association est élu par les membres de l'association. Mais les magistrats ne sont pas élus du peuple, donc ce n'est pas un pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir sans source de légitimité souveraine. Et la seule souveraineté en France, qu'on parle de démocratie ou de république, c'est le peuple. Voilà, donc on veut la première démocratie, et la différence entre la République et la démocratie, c'est que dans la démocratie, il y aura des juges élus, pas tous, mais les plus importants, président de juridiction, procureur de la République, premier président de cour d'appel, procureurs généraux seront directement élus par le peuple, et ensuite, pour qu'il y ait quand même des garde-fous, nous aurons les très très hauts magistrats, donc Conseil d'État, Cour de cassation, Conseil constitutionnel, qui eux seront élus par les magistrats élus, comme ça laisse une inertie pour pas non plus faire n'importe quoi. Et on aura un ministère de la justice qui sera, si mon projet est étudié, une forme de consulat, c'est-à-dire les 3 plus hauts magistrats du Conseil constitutionnel qui feront tout ce que fait aujourd'hui le ministre de la Justice. Voilà. Ce ne sera pas des élections. Ce sera un consulat judiciaire à la place du ministère de la Justice. Vous savez, les élections, c'est pas une garantie. Non, c'est pas une garantie. À ce moment-là, on n'a qu'à tout de suite supprimer toutes les élections. Bien sûr que si, c'est une garantie, mais effectivement, dans toute élection, il faut, partout, même pour la présidentielle, il faut supprimer le rôle du fric. Parce que je vais vous dire un truc, écoutez bien. Dans le sport, l'argent, c'est un business, c'est une industrie, ça crée des emplois. Mais dans la politique, c'est le contraire. L'argent est source de corruption. Donc, il faut supprimer le rôle de l'argent dans la politique. Et alors, plus que tout, évidemment, les élections de magistrats devront se faire de manière spartiate, c'est-à-dire le budget, il n'y en aura pratiquement pas. Ça sera juste, voilà, c'est tel magistrat, il veut devenir président ou procureur, son programme, c'est ça, c'est sur Internet, éventuellement, dans chaque ressort, on fera une réunion où chacun se présentera et ceux qui voudront venir viendront et il y aura les télévisions régionales. Et voilà, c'est tout. Ça va pas, vous inquiétez pas, ce que je propose, c'est pas un gros bordel. Ce que je propose, c'est penser. Ça fait, depuis que je suis étudiant, je pense à ça. Laura Codruta-Quevilly, alors. En 2 minutes, vas-y. J'ai plus de batterie, j'essaie de faire ça. En 2 minutes, vous vous renseignerez. Il faut suivre cette personne, je l'ai surnommée LCK, parce qu'elle est un petit peu comme John Fitzgerald Kennedy, mais elle mérite ce surnom, donc je la surnomme LCK. Laura Codruta-Quevilly, qui était concurrente pour devenir le tout premier procureur européen contre la corruption, pour contrôler qu'il n'y ait plus de fraude, de détournement de fonds au niveau de l'Europe. Parce que contrairement à tout ce qui est véhiculé comme idée, l'Europe c'est un très beau projet, mais c'est comme la République et c'est comme le reste. La corruption est un virus, c'est une épidémie mondiale, il faut lutter contre. Et c'est pas parce qu'il y a de la corruption au sein de l'Europe et que rien ne va plus qu'il faut renoncer à garantir la paix en Europe et la coexistence pacifique et des projets constructifs. Voilà, donc il faut rester positif, il faut essayer de faire des unions. Moi j'appelle François Boulot à se rapprocher vers moi, même si je l'ai mordu au pantalon à certains moments parce qu'il ne venait pas dans le bon sens, mais s'il vient, je serais ravi de faire du lien avec lui pour dénoncer ce qui ne va pas dans la justice. Voilà, donc il faut suivre ce que fait Laura Codruta-Quevilly. Elle est procureure européen aujourd'hui contre la corruption en Europe. Elle manque de moyens, elle manque de personnel. À la limite, il faudrait presque faire des collectes de fonds pour l'aider à lutter contre la corruption en Europe. Cette femme-là a été menacée de mort. Il y a peut-être même un contrat sur sa tête. Voilà, elle mérite votre soutien. Dans son pays, en Roumanie, elle a fait mettre en prison des ministres. Eh bien, je souhaite qu'on arrive à ça en France, parce que je pense qu'il y a certains ministres en France qui ont leur place derrière de lourds et beaux barreaux de fonte. Voilà. Super.